Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Jacques Attali, qui, que l'on ne présente plus parmi ses nombreuses activités, a notamment présidé la Commission pour la libéralisation de la croissance entre juin 2007 et... Libération, et non pas libéralisation. Je m'étais beaucoup battu pour que ce soit ça et pas ça. Toutes mes excuses. La libération de la croissance entre juin 2007 et janvier 2008. Monsieur Attali, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence afin de nous éclairer sur des travaux anciens, mais qui restent manifestement toujours d'actualité. En juin 2007, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, vous demande de constituer une équipe et de rédiger un rapport fournissant des recommandations et de propositions afin de relancer la croissance économique de la France. Après 6 mois de travaux, la commission que vous présidez a rendu son rapport final le 23 janvier 2008, lequel préconisait notamment de supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilités. Plus précisément, dans le secteur de la mobilité, même si vous parlez de beaucoup de différents secteurs d'activité dans ce rapport, naturellement, la proposition 209 de votre rapport préconisait une ouverture complète du marché des taxis et des véhicules de petite remise parisiens de nature à générer un gain d'emploi de 35 000 à 45 000 personnes. Si nous vous auditionnons 15 ans après la remise du premier rapport de cette commission, M. Attali, c'est qu'il est ressorti des premières auditions de notre commission d'enquête que cette recommandation a commencé à ouvrir un débat d'ailleurs qui était ancien en l'occurrence, sur la question des licences de taxi, l'ouverture à la concurrence ou la dérégulation du secteur des taxis, avant même l'arrivée des acteurs que l'on connaît et auxquels notre commission s'intéresse de près, Uber et les différentes plateformes de VTC. Notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, pour objet d'identifier l'ensemble des actions de lobbying qui a été menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre les décideurs publics et les représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics. Évidemment, ce qui nous intéresse dans le fait d'avoir votre perspective sur les débats de l'époque, et peut-être d'ailleurs les débats même qui ont précédé la remise de votre rapport et la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit que cette question de la pénurie ou non de l'offre de transport particulier de personnes en France, en particulier à Paris, de la régulation et donc de la possibilité de créer des emplois, préexistait bien sûr à l'arrivée des plateformes et au lobbying de ces plateformes. Donc c'est pour toutes ces questions que nous voulons vous interroger et bien sûr avoir votre perspective sur les débats qui ont suivi et les débats liés à l'implantation d'Uber et des autres acteurs des VTC. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous précise également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « je le jure ». Voilà, merci. Monsieur Attali, je vais vous laisser la parole, mais vous le voyez, nous sommes très intéressés par la perspective que vous avez sur les débats au moment de votre commission, mais aussi avant et après, sur la question du secteur des transports particuliers de personnes. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est une occasion de revenir 15 ans en arrière. D'abord, cette commission, et le petit échange précédent l'a bien montré, était pour moi quelque chose qui ne pouvait être accepté par moi, homme de gauche, qu'à condition que le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, et son Premier ministre ont parfaitement accepté, à savoir que ce soit une commission bipartisane, dont j'étais libre, premièrement, de choisir les membres, et ils n'ont fait aucun effort pour m'imposer qui que ce soit, et ça a été une commission bipartisane. Il y avait à la fois des leaders syndicaux, des leaders patronaux, des intellectuels, des étrangers, enfin c'était une commission aussi équilibrée que possible. Deuxièmement, d'écrire moi-même la lettre qu'ils m'enverraient, et ils l'ont respecté parfaitement. Et troisièmement, et ce fut d'ailleurs un des points les plus disputés à ce moment-là, de choisir moi-même les rapporteurs de cette commission, de façon à ne pas me laisser imposer quoi que ce soit par du pouvoir public. Et je dois dire que ces conditions ont été respectées, nous avons pu travailler librement, et cette commission a ensuite rendu un rapport unanime, consensuellement. Nous n'avons jamais voté
au sens propre, mais j'ai tout fait, en tout cas moi, en tant que président de cette commission, pour que nous n'acceptions aucune proposition qui ne soit pas acceptée par tous. Inutile de dire, comme vous l'avez vous-même signé, que la question des taxis était une question très minoritaire, presque minuscule au regard de tout ce que nous avions traité, puisque sur 316 propositions, ce n'est que l'une d'entre elles. Mais nous avions conscience que cette proposition allait susciter beaucoup de bruit, et d'ailleurs ça n'a pas manqué, puisqu'il y a eu des manifestations de taxis le soir même de la remise du rapport, au point qu'un des débats que nous avons eus, c'est au fond, on pourrait très bien ne pas en parler, parce que ça va un peu noyer tout ce que nous avons à traiter par ailleurs. Je rappelle incidemment qu'une des propositions que nous avions faites, c'était la retraite par points, qui se trouve dans ce rapport, parmi beaucoup d'autres réformes radicales que nous avions proposées dans ce contexte. Sur la question proprement dit des taxis, comme vous l'avez très justement signalé, à l'époque, il n'était pas question de quoi que ce soit. J'ai d'ailleurs moi-même, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, refusé d'entendre le point de vue de qui que ce soit. En particulier, je n'ai pas auditionné les compagnies de taxi, ni accepté de les recevoir. D'ailleurs, je dois dire que c'est à leur honneur, ils ne me l'ont pas demandé, même si André Rousselet était un ami personnel, mais personne ne m'a demandé quoi que ce soit, et ça s'est de façon passée très élégamment. Notre préoccupation a été d'abord de faire en sorte que ce sujet ne cannibalise pas la totalité du rapport, ce sur quoi nous avons un peu échoué, puisque souvent quand on parle de commission, on parle des taxis, et d'essayer de trouver une solution simple. Il y avait trop peu de taxis à Paris, il en fallait plus, il fallait donc plus de plaques, mais il ne fallait pas que plus de plaques nuisent à ceux qui en avaient une. Donc la solution était assez simple. C'était de créer les conditions pour qu'il y ait plus de plaques, mais indemniser ceux qui pouvaient y perdre. Et c'est ça que nous avons proposé, avec aussi d'ailleurs une réglementation beaucoup plus sévère pour les voitures de place, ce qu'on appelait ainsi cela à cette époque. J'ai toujours pensé, même si je n'ai pas approfondi cette question beaucoup ensuite, que si les syndicats de taxi à l'époque avaient accepté cette proposition, leur situation eût été meilleure que ce qu'elle a été quand ils se sont confrontés au tsunami des plateformes ultérieures. Mais ça, c'est leur choix. Nous avions proposé, je crois, de créer quelques milliers de plaques. En plus, je crois qu'il manquait 6000 plaques à Paris à cette époque. En tout cas, il y avait 6000 personnes qui demandaient une plaque, parmi ceux qui étaient salariés ou pas. Et nous avions proposé d'en créer autant que nécessaire, mais des plaques incessibles, c'est-à-dire des plaques qui ne créaient pas une valeur marchande. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire que cela. Je pense que dans les circonstances à la fois politiques, culturelles et technologiques de l'époque, c'était la seule solution qu'on pouvait proposer. Mais encore une fois, c'était vraiment un aspect tout à fait particulier et minuscule de ce rapport d'ensemble. Oui, merci de le préciser. Et effectivement, je ne voudrais pas induire en erreur. C'était un rapport avec des centaines de propositions sur énormément de secteurs qui étaient potentiellement source de création d'emplois ou de richesses en les ouvrant, les modernisant ou les libérant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la réaction politique et la réaction des taxis? Je crois que le président Sarkozy donc, avait reçu votre rapport et il avait lancé une tentative de suivre vos recommandations. D'abord, ce rapport, au moment où il a été élaboré, a été l'objet d'énormément de publicité. La séance inaugurale de la commission a été retransmise en direct à la télévision. Tous les débats ont été suivis de façon très, très approfondie. Et la séance de remise du rapport à l'Élysée a été également télévisée en direct à la télévision. Et le président Sarkozy avait, dans son discours, dit qu'il approuvait et appliquerait toutes les propositions sauf 3. À mon souvenir, les 3 étaient une certaine proposition sur la décentralisation, sur les rapprochements entre communes et communautés de communes, une proposition sur... il y a une deuxième que j'oublie, mais je me souviens que la troisième était... la vente des produits libres non sur ordonnance en grande surface dans des pharmacies. Il y a une troisième qui n'était pas les taxis. Elle va peut-être me revenir. Mais il avait dit que tout le reste l'appliquerait.
et donc y compris cette proposition sur les taxis. Et à ce moment-là, nous n'avons pas eu comme rôle de faire un service après-vente, sauf si, bien que nous avons fait, je crois, 6 ou 1 an plus tard, un autre rapport de suivi dans lequel, à mon souvenir, il n'était plus question des taxis, puisque assez vite, le gouvernement avait dit qu'il ne l'appliquerait pas. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, la raison pour laquelle le gouvernement décide de ne pas suivre la recommandation sur les taxis ? Je pense qu'il y a eu une sorte de... Il y a dû avoir, en tout cas, un lobbying énorme, visible des syndicats, peut-être aussi des propriétaires, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'était visible. Il y avait des blocages partout. Je dois dire que ma vie personnelle n'était pas facilitée non plus. Et même si moi-même, je ne m'étais pas occupé de ça, d'ailleurs, pour l'historique de cette commission, j'avais chargé un sous-groupe de travail composé de 3 membres de la commission de s'occuper de cette question. Mais je pense qu'il a, sans doute à juste titre, considéré que c'était créer un abcès de fixation qui ne permettait pas de voir tout le reste. Et moi-même, comme dans la commission, nous étions assez nombreux à penser que peut-être il aurait mieux valu pas traiter cette question du tout, ce qui était une certaine forme de lâcheté, mais c'est pour ça qu'on l'a fait quand même. Mais ça nous aurait permis de nous focaliser sur le reste. Donc voilà, je n'ai pas été d'ailleurs informé autrement que par la presse du fait que cette décision n'était pas prise en compte. Quand nous avons rencontré des représentants, par exemple syndicaux des taxis aujourd'hui, on a posé la question de l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Alors vous parlez des 6000 plaques, là on parle même des emplois potentiellement créés, oui. mais par rapport à la demande, quand on compare à d'autres grandes capitales, il y a toujours les fameux exemples de Londres, New York ou même Madrid ou Berlin. Est-ce que l'analyse que vous portiez à l'époque dans ce rapport était qu'en effet la France, à cause de cette régulation, avait une offre insuffisante par rapport à ça? C'était à l'époque une évidence. Personne ne trouvait un taxi à Paris, quoi. C'était une évidence. Il y avait un manque clair de plaques. Tout le monde, les chiffres que vous venez de rappeler le disaient, mais c'était vécu de façon très, très précise, oui. La plaque valait très cher. Je pense d'ailleurs qu'elle vaut aujourd'hui pratiquement le même prix qu'elle valait à l'époque. Un peu moins peut-être, pas beaucoup moins. Peut-être 30 ou 40% de moins, donc pas beaucoup moins, me semble-t-il. Entre 200 000 à l'époque et on est plutôt sur du 130 000, je crois. Oui, c'est ça, 140, oui. C'est presque la moitié. Oui, c'est ça, oui, 140. Mais on a cru à un moment que ça allait descendre à zéro, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Et quel regard d'économiste vous portez à ce moment-là sur l'arrivée du secteur des VTC? Est-ce que, en France comme ailleurs, est-ce qu'on est là dans un nouvel entrant qui vient disrupter, pour faire un anglicisme, un marché qui était selon vous en fait trop protégé, trop régulé, qui n'a pas su se remettre en question quand il en a eu l'opportunité? Oui, c'est la régulation qui n'a pas su s'adapter. Si la régulation s'était adaptée, il n'y aurait pas eu de place pour ces nouveaux entrants. Quand vous avez une digue qui résiste trop, et si vous ne la modifiez pas, la digue cède et c'est pire. Et c'est ce qui s'est passé. La digue a cédé et le pire est arrivé. J'ajoute qu'à l'époque, il n'y avait non seulement pas les plateformes, mais il n'y avait pas non plus le GPS. Donc la formation nécessaire des chauffeurs de taxi était infiniment plus exigeante qu'elle ne pourrait l'être aujourd'hui. Donc la situation était complètement différente. Je pense que c'est un très bel exemple ou métaphore de ce que, quand la législation ne s'adapte pas, elle saute pour le pire. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Pour le pire, alors je vais filer là-dessus. Quel regard vous portez sur le marché aujourd'hui, en fait, entre les taxis et les VTC? Est-ce que, selon vous, en fait, on aurait été dans une meilleure situation si, précisément, les taxis, au lieu de faire un lobbying ou des blocages à l'époque pour empêcher les tentatives de réforme que vous et d'autres préconisiez, est-ce qu'on serait aujourd'hui dans une situation qui serait plus favorable, ou finalement on a une nouvelle forme de concurrence qui est arrivée? Je pense qu'on serait dans une situation plus favorable pour tout le monde, parce qu'il y aurait une offre plus grande et les chauffeurs de taxi auraient été davantage protégés dans leur statut. Aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas encore à l'échelle européenne, contrairement à ce que pour ma part je souhaiterais, tout en n'ayant pas de mon mot à dire évidemment,
que les collaborateurs de ces plateformes soient considérés comme des salariés en ayant tous les droits des salariés, a créé une situation d'exploitation extrême qui n'est pas conforme à l'esprit français du droit. Vous dites, vous êtes favorable à l'avancée de la directive européenne, par exemple, de présomption de salariat. Exactement. Oui. Je crois l'avoir dit. D'accord. Merci de le répéter. Oui, bien sûr. Et permettez-moi cette question un peu malicieuse. Donc, si certains des rapporteurs qui auraient pu travailler à vos côtés dans cette commission avaient été amenés à travailler sur ce sujet par la suite en tant que décideurs, pour vous, il y a une continuité sur le constat en fait qui était fait de l'insuffisance de l'offre et de la nécessité de faire. Je le dis j'ai donné ma parole de dire la vérité, donc je ne sais pas si les rapporteurs ou qui que ce soit ont ensuite continué d'une façon ou d'une autre à travailler sur ce sujet. Je n'ai jamais été saisi de cette question par personne. Très bien. Est-ce que, Madame la rapporteure, vous avez des questions? Oui, alors, pour revenir à l'époque et à votre rapport, vous choisissez Emmanuel Macron, qui à ce moment-là est jeune énarque, pour en être le rédacteur. Quel lien ensuite pourrez-vous avoir avec lui? Je voudrais surtout savoir, à l'époque, par rapport au conflit que posaient les taxis, vous dites, j'assume et je revendique finalement de n'avoir auditionné aucun taxi, ni les syndicats patronaux représentant des intérêts de la G7 pour faire vivre, ni les syndicats de salariés ou de locataires gérants de taxi. Pour autant, à la fin, tout ça va aboutir à un accord. Alors peut-être qu'il faudrait que je me fasse repréciser la situation, mais il me semble que les fédérations, je dirais patronales, des plus proches des intérêts de la G7, vont finalement signer un accord pour qu'il n'y ait pas de nouvelles licences de taxi mises sur le marché en échange de la création et le lancement de beaucoup plus de VTC et donc de la libéralisation du secteur. Et que c'est ce je ne vais pas reprendre le terme deal, mais c'est cette négociation finalement qui va avoir lieu. Et vous avez dit par la suite, quand la législation ne s'adapte pas, elle explose pour le pire. Donc finalement, peut-être que l'enjeu n'était pas tant d'introduire plus de libéralisme, mais de faire évoluer la régulation. Parce que là, aujourd'hui, on a... Quel regard vous portez, vous qui avez donc porté ce rapport pour la libération de la croissance? Et je sais que pour moi, les mots ont un sens. Et j'ai toujours été très choquée de l'utilisation de ce terme-là, je dirais, vu le projet très néolibéral qu'il portait. Quel regard vous portez sur le fait que par la suite, par la loi Novelli, et par la suite, les plateformes type Uber et bien d'autres ont pu se développer dans la suite logique, idéologique de votre rapport, mais en bafouant plein de lois de la République et plein de réglementations? Quel regard vous portez là-dessus, alors que vous venez en même temps de dire que finalement, faudrait revenir à la direction présomption de salariat, donc à une défense du Code du travail très renforcée? C'est, Madame, pour vous de dire qu'il n'y avait rien de néolibéral, ni dans l'idéologie de ce rapport, ni dans mon idéologie personnelle, ni dans l'idéologie de la Commission. Il faut le lire, et pas se contenter de quelques approximations à la volée. Ce rapport est un rapport qui a été signé par des noms que je pourrais citer, très proches de la CGT, très proches de la CFDT, très proches de la gauche, dans ce cas-là de meilleur, et qui n'est en rien, ni idéologiquement, ni dans les mesures qu'il propose, néolibéral. Selon moi, et selon les membres de cette commission, dont j'ai l'honneur de vous dire que plus de la moitié était et se considèrent aujourd'hui encore comme de gauche. Ils sont très fiers de ce rapport. Ils sont très fiers d'être encore de gauche. Quant au choix du rapporteur, je l'ai dit tout à l'heure, le président Sarkozy ou ses collaborateurs auraient souhaité que je prenne les collaborateurs du président comme rapporteurs, ce qui était évidemment une façon de se mettre entre les mains du pouvoir en place pour écrire les choses. Et j'ai donc
demandé à avoir la liberté de choisir les rapporteurs et je n'avais pas de nom en tête. Et donc j'ai simplement demandé au Conseil d'État et à l'Inspection des Finances de me fournir le nom de 3 jeunes brillants et j'ai choisi comme rapporteur général Jocelyne de Closade, membre du Conseil d'État, et comme rapporteur général adjoint un jeune inspecteur des finances qui était extrêmement compétent, l'actuel président de la République. Nous avons tous travaillé ensemble, il y avait d'ailleurs énormément d'autres personnes, et la plume n'a pas été tenue seulement par les rapporteurs, mais elle a été tenue aussi par les membres de la commission. Nous avons tous travaillé beaucoup, des dimanches, des samedis et des dimanches entiers à écrire ce texte, qui est donc un texte tout à fait collectif. Ensuite, je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé sur les taxis. Je ne sais pas si quelqu'un a été entendu, je ne sais pas s'il y a eu des négociations sur des lois, j'ai aucune idée. J'ai rien à en dire. Pour ce qui est du fond, ce que nous avions en tête, c'était vraiment, tout simplement, de faire qu'il y ait plus de taxis à Paris et en province. Tout simplement. Dans le respect du droit du travail. Donc, notre seule préoccupation sur ce sujet, encore une fois, minuscule au regard de l'ampleur du rapport, notre seule préoccupation était de faire en sorte qu'il y ait davantage de taxis disponibles. Qu'ensuite, ça s'est négocié de cette façon, et bien après, à mon avis, il faudra regarder le calendrier, que la Commission ait rendu son rapport, mais c'est une chose qui m'a totalement été étranger. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur toutes les nuisances en fait des plateformes, à la fois pour l'économie des finances publiques, puisqu'elles ne payent pas de cotisations sociales, puisqu'elles prétendent avoir affaire à des indépendants, alors que beaucoup de décisions de justice montrent qu'il s'agit en fait de faux indépendants. Il y a aussi un non-paiement d'impôts sur les sociétés, puisque bien souvent ces plateformes se déclarent dans des pays, alors soit propices aux paradis fiscaux, soit une fiscalité autre. Non-paiement de la TVA également. Distorsion de concurrence par rapport aux taxis. Quel regard vous portez sur tout cela? D'abord, je vous dis, si je peux me permettre, Madame la parlementaire, c'est à vous de faire votre travail. C'est à vous de faire la loi. Et de faire en sorte que la loi assure la protection des travailleurs. S'il faut la faire à Paris, il faut la faire à Bruxelles, mais il faut la faire. Il y a un Parlement européen, c'est à vous à faire en sorte que les conditions de travail soient les plus protectrices possibles des salariés. Ce que vous dites est exact, et je partage ce diagnostic. Il est d'ailleurs beaucoup plus vaste, là encore, que la question des taxis. Il renvoie à quelque chose dont je parle beaucoup dans beaucoup de mes travaux par ailleurs, mais à la domination du marché sur la démocratie. Le marché est mondial, la démocratie est nationale, le marché mondial l'emporte et impose sa loi sur la démocratie. Et ça, c'est un des grands enjeux que courent nos sociétés, dont on voit quelques manifestations ici, mais des manifestations beaucoup plus importantes dans beaucoup d'autres domaines où aussi longtemps qu'il n'y a pas ou une réglementation nationale forte ou une réglementation internationale capable de rivaliser avec la puissance des multinationales, nous allons vers un marché mondial sans état de droit qui imposera sa règle en droit du travail comme en d'autres domaines à des sociétés qui, ensuite, pour le pire, choisiront de se fermer en totalitarisme ou en populisme pour éviter provisoirement la règle du marché. Parce que ça ne marchera pas non plus. La seule chose qui marchera, c'est une règle internationale forte, où les démocraties imposeront ensemble une règle forte internationale qui protégera les travailleurs. Ces règles existent, elles ont été édictées dans le domaine qui nous importe par l'Organisation internationale du travail. Il faudrait simplement que l'Organisation internationale du travail soit écoutée. Par exemple, si on disait qu'un pays qui ne respecte pas les réglementations internationales du travail n'est pas autorisé à exporter selon les règles de l'OMC, on aurait changé pratiquement tous les sujets qui nous concernent. Mais on en est très loin. C'est de la science-fiction politique dont je parle là. Un protectionnisme social et écologique
n'est pas forcément une fiction politique. Ça peut être tout simplement un projet politique. Ma question... À condition qu'ils ne s'inscrivent pas dans du populisme. Vous définirez cette donnée, parce qu'il peut y avoir deux interprétations. Voilà, se préoccuper et respecter la souveraineté du peuple et l'expression de ses représentants peut être considéré par certains de populisme quand ils abusent de dispositions certes constitutionnelles mais antidémocratiques. Vous dites qu'il faut faire la loi à Paris comme à Bruxelles. Je suis pour ma part très fière de la participation de députés européens comme Léla Cheby, France Insoumise, dans la bataille pour la directive européenne présomption du salariat. J'ai assumé d'interpeller M. Dussopt, qui se dit, lui, toujours de gauche, et afin qu'il mette en débat la position de la France à l'Assemblée nationale sur cette directive présomption de salariat, alors que pour l'instant, tout ce qui nous revient, c'est plutôt que la France souhaite torpiller cette directive européenne. Et cette enquête, cette commission d'enquête parlementaire travaille également sur l'ensemble des manquements de l'État dans le contrôle. Donc, vous avez exprimé, vous, votre soutien pour cette directive présomption de salariat. Et du coup, quel regard vous portez sur les conséquences d'une application de la présomption de salariat face à une situation où l'ubérisation s'est étendue à plein de secteurs, à chaque fois d'ailleurs au mépris des régulations de ces secteurs. Je pense par exemple à la filiale Stuart de la Poste, à Staffme qui propose des aides-soignants à l'hôpital, à Brigade dans les hôtels, cafés, restaurants, ou à Getir et Flink dans le quick commerce. Je ne parlerai pas de ces sujets que je ne connais pas de façon spécifique, mais je crois que le droit du travail, tel qu'il est défini dans un pays, doit s'appliquer d'une façon générale. Et le droit du travail il doit y avoir une sorte de clause du travailleur le plus protégé qui s'applique à tous. J'ai rien de plus à dire. Je tourne vers nos collègues pour voir s'il y a des questions complémentaires. Madame Rouleau, je vous en prie. Si, je vais essayer d'être rapide parce que je sais que vous devez être libéré à midi. Alors, je voulais, premier point, que vous me confirmiez que vous avez refusé de recevoir les taxis. Deuxième point. Et vous n'avez pas demandé. Donc, en fait, vous ne l'avez pas souhaité. Voilà. Deuxième question, pourquoi ? Et troisième question, j'y reviendrai, c'est-à-dire que vous avez interpellé tout à l'heure ma collègue députée en disant vous, c'était aux parlementaires comme s'il n'y avait une responsabilité, tout ça, que sur les députés. Et on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais d'abord que vous répondiez à ma deuxième question. Pourquoi avoir refusé les taxis ? Et étiez-vous conscient, que pensiez-vous plutôt des inconvénients que ça allait procurer à la profession? Est-ce que vous étiez sensible à ça? Que pensiez-vous de ça? Comment vous voyez les choses à ce moment-là? Encore une fois, personne ne m'a demandé à être reçu, en tout cas par moi, peut-être par d'autres membres de la commission, j'en sais rien. Et d'autre part, j'avais veillé très soigneusement à ne pas recevoir les lobbies. Je pourrais vous raconter pendant des heures les pressions des uns et des autres dans d'autres professions qui ont souhaité être reçus, faire valoir leur point de vue, et qu'on a essayé autant qu'on a pu de tenir à distance de nos travaux. Mais là, dans ce secteur, je dois dire qu'à mon souvenir, je peux être contredit par d'autres souvenirs, à mon souvenir, personne ne nous a rien demandé. C'était, encore une fois, un sujet qui ne nous a pas occupé beaucoup de temps dans la totalité de nos travaux. Donc non, pas beaucoup de temps. Je vous dis une sur 316 propositions, donc très peu de temps. Donc non, et encore une fois, je continue à penser que si les conclusions de ce rapport avaient été appliquées, la situation était bien meilleure pour les taxis. Oui, peut-être, ne pensez-vous pas qu'en les recevant et en leur expliquant ça aurait facilité les choses? Encore une fois, je ne sais pas si d'autres membres de la commission ont pu, puisque j'ai souvenir d'assez précis que j'ai délégué ce travail à un petit groupe
peut-être ce petit groupe a trouvé utile de les voir ou d'en parler avec eux, mais le rapport était lui-même assez explicite sur le fait que nous essayons d'être convaincants sur le fait que c'était utile pour eux. S'il avait fallu faire sur tous ceux qui étaient concernés par le rapport une sorte d'avant-vente où il aurait fallu voir tout le monde pour dire à tout le monde « vous avez intérêt à approuver ce rapport », c'était une tâche insurmontable. Juste la troisième question rapide, parce que tout à l'heure, vous avez dit à ma collègue, vous êtes parlementaire, donc en gros, c'est sur vous que pèse la responsabilité, mais ne pensez-vous pas que quand on est chargé d'une commission, les membres d'un gouvernement ont aussi leur rôle à jouer sur la législation et sur le respect d'une législation protectrice Pour un peu la Constitution française, vous avez raison de dire que le Parlement n'est pas seul responsable de faire la loi. Donc je m'adresse au Parlement parce que je suis en face de parlementaires. Ça ne veut pas dire que la responsabilité est unique et qu'elle n'est pas partagée. Monsieur Attali, les conséquences en fait de votre rapport, c'est pas simplement les conséquences sur la question des taxis et j'entends hein, votre précision qui était de dire vous la commission Attali, elle préconisait l'augmentation du nombre de plaques. Et l'indemnisation de ceux qui pouvaient y perdre, mais elle ne préconisait pas forcément la création du statut du VTC qui allait permettre par la suite aux plateformes de prospérer et donc de risquer, même à un moment donné, d'amener la perte totale de la profession de taxi. Hein. Il y en a certains qui se sont suicidés face à l'effondrement de la valeur de leur licence. Pour autant, c'est bien suite à la commission que vous avez présidée que la création du statut d'auto-entrepreneur, alors pour protéger en fait celles et ceux qui souhaitaient se lancer dans le micro-entrepreneuriat, a été créée. Or, aujourd'hui, les plateformes et l'ubérisation dans son ensemble s'appuient énormément sur la surexploitation de ce statut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Madame, malheureusement, il y a peu de temps et c'est un sujet passionnant. Je pense en effet que le statut d'entrepreneur, que d'ailleurs nous revendiquions comme une des propositions de ce rapport, à mon souvenir, est une bonne idée. J'ai d'ailleurs moi-même, en tant que président d'une association qui travaille dans les quartiers pour aider les jeunes à créer leur emploi, dans les QPV en particulier, fait beaucoup pour essayer de faire en sorte que ce statut soit pris et permette aux jeunes de créer leur entreprise pour commencer. Sans doute faudrait-il, mais j'improvise ici en parlant, distinguer les auto-entrepreneurs indépendants des auto-entrepreneurs qui s'inscrivent dans un réseau. À partir du moment où ils s'inscrivent dans un réseau, ils rejoignent assez vite un statut de quasi-salarié. Dans ce cas-là, tout change. Mais quelqu'un qui est auto-entrepreneur pour ouvrir une boutique, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est auto-entrepreneur pour prendre une franchise. C'est pas du tout pareil. Donc c'est là où se trouve la frontière. C'est une réponse effectivement très claire et très intéressante qui va, je pense, pas mal nous aider dans l'avancée de nos travaux sur le sujet. Je présente mes excuses à mon collègue député Izard, comme nous avons pris M. Attali en retard. Je ne veux pas en plus lui infliger la double peine. Je veux bien prendre une dernière question. Bon, alors, très bien. Alors, M. Izard. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Je ne veux vraiment pas être cette double peine, mais simplement, moi, j'avais une question très rapide. C'est vrai que l'arrivée des VTC, de manière générale, en France, ont un petit peu comblé un point de votre rapport qui est le manque d'offres de manière générale. Mais est-ce que vous croyez que donc, cette arrivée qui amène certains points positifs, qui comble cette offre-là, mais certains autres points négatifs, est-ce que vous croyez qu'il existe une limite, qu'il existe une incapacité profonde de continuer à développer le taxi en parallèle du développement de ces plateformes-là ? Et c'est ce qui se passe en France. Je crois qu'il y a aujourd'hui des taxis et des VTC. Donc, ça prouve que ça fonctionne. Il faut simplement éviter que les taxis soient en situation de rente et de monopole et que les VTC soient en situation d'exploitation catastrophique de l'emploi. Donc il faut éviter les deux, c'est-à-dire l'excès de la concentration et à l'inverse, l'excès de l'exploitation. Bien, Monsieur Attali, je vous remercie infiniment. Je pense que c'était vraiment un éclairage important de prendre aussi un petit peu de recul par rapport à la
période sur laquelle nous nous concentrons pour voir à quel point ces sujets étaient prégnants avant et le sont toujours aujourd'hui. Et effectivement, certaines réflexions que vous venez de livrer sur la question de l'auto-entrepreneuriat, je pense, sont particulièrement utiles dans nos travaux. Je vous souhaite encore une bonne journée. Je vous remercie. Merci de m'avoir entendu.